Trésor, mémoire de radio, présente. Treceos, mémoire de radio, presente. 13 Mémoire de radio, presente. 13 mémoire de radio, presente. Mais Colette Renard, c'était surtout Paris, une voix. reine du monde. Héritière de la chanson réaliste d'après-guerre. Paris, Un style gouailleur, idéal pour le personnage d'Irma la Douce. Une comédie musicale créée en 1956 et qu'elle jouera pendant 11 ans, plus d'1 millier de fois. mon petit homme qui m'aimait. Vous vous en foutez tout. Irma la douce, en grève. Douce France. Dans la foulée, elle enchaînera les succès populaires. Plusieurs fois tête d'affiche à l'Olympia, elle partagera aussi la scène de Bobino avec un certain Georges Brassens. Jusqu'au ras-le-bol, quand à la fin des années 80, elle coupe tous les ponts avec le milieu du spectacle. Quand je travaille la terre, j'ai complètement oublié que j'ai chanté. J'ai oublié l'odeur du théâtre, j'ai oublié l'odeur de la scène, j'ai oublié tout. Je ne traîne rien derrière moi. En 2002 pourtant, Colette Renard remontera sur scène une dernière fois. Dernier récital de cette grande dame de la chanson française. Je suis à l'âge atomique, mon cœur est une pile électrique. Quand on me crie au pépé, je me sens rayonner. Mais tout ça s'explique à l'âge atomique. Je me sens des atomes crochus. Quand un gars me croise dans la rue, je lance des radiations sans y faire attention. C'est fantastique, je suis à l'âge atomique. Quand ça me prend, attention, il y a du danger, c'est fumant. Attention, il y a du danger parce que je sens mon oxygène, mon hydrogène qui se déchaîne. Je n'y peux rien chez moi, c'est physique. Il y a de l'énergie dans l'alambic et je sens mes passions surchargées d'électrons. C'est fantastique d'être à l'âge atomique. L'amour atomique. Cha-cha ou pas cha-cha, oh. Woogie, 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 oh. Calypso, couplet racata, valsant, ou Vidoli, ou bien faire oui, ou Sydney Bechet. Tout va, va, va. L'autre jour, rue de la République, je croise un garçon magnifique, alors je lance des éclairs. Il était du tonnerre. Oh là, quelle physique, un type atomique. Comme j'explosais de passion, il eut les mêmes réactions. Rien qu'à se regarder, on s'est désintégré. C'est fantastique de se sentir atomique. De ce jour, on s'adore à chaque instant. Notre amour est vraiment ébouriffant. Et c'est chaque jour que l'on déchaîne notre oxygène, nos joies, nos peines. C'est nous les jours comme les nuits. On se croirait à bikini. On fabrique du bonheur à grands coups de feu de cœur. C'est magnifique, un amour atomique. Magnifique, mais qu'est-ce que c'est? Colette Renard, il y a, je crois, 8 mois, pour ainsi dire, qu'on ne vous a pas vu à Genève. Et je sais que votre carrière a été très remplie pendant ces 8 mois. Pouvez-vous me dire en quelques mots ce que vous avez fait? Eh bien, écoutez, pendant ces 8 mois, si l'on considère que l'Olympia, enfin, ou un music-hall à Paris,
est une consécration ou une source d'effort et de réalisation, eh bien, je crois qu'en ces 8 mois, je suis devenue d'une vedette américaine, je suis passée vedette. Enfin, du moins, c'est ce que, autour de moi, on me dit, parce que vous savez bien que vous êtes modeste, je je vous connais. conserve, puis je tiens absolument à conserver la tête sur les épaules. Mais enfin, je suis passée donc en vedette cette année, là, il y a quelques semaines, à l'Olympia. Et vous dire ce que j'ai fait pendant ces 8 mois, c'est très difficile. J'ai fait beaucoup de kilomètres, ça je peux vous l'affirmer. Et j'ai fait à peu près toutes les villes de France l'été dernier, les casinos, les villes d'eau, ces choses-là, pour préparer ma rentrée au music hall. C'est-à-dire que j'ai commencé à chercher des chansons. Enfin, les chansons que j'ai trouvées récemment, que j'ai mis dans mon répertoire maintenant, ce sont surtout des chansons gays. Beaucoup plus que l'année passée. L'année passée, c'était très orienté sur le style Irma la Douce, bien sûr, parce que forcément, tous les auteurs et compositeurs qui m'apportaient des chansons, bien sûr, quand il y en avait une qui ressemblait un petit peu au style Irma la Douce, ils se disaient tiens, ça c'est pour Colette Renard. Oui. Alors que maintenant, j'ai vraiment vu un nombre formidable d'auteurs et de compositeurs, et j'ai choisi des chansons qui sont pas plus dans ma nature, mais enfin, tout de même, vous savez, j'ai ce vieux principe de dire qu'il ne faut pas de même arriver sur scène pour fiche le bourdon au public. La petite chanson morose ou la chanson de drame, ben mon Dieu, c'est bien pour 1 fois, 2 fois, 3 chansons au maximum dans un tour de chant, mais il faut surtout distraire le public. Je crois qu'il vient là pour se distraire. Alors j'ai orienté mon tour de chant sur des chansons plus amusantes. Et comment les avez-vous trouvés? Parce que vous m'aviez raconté une fois ici même, à ce même micro, comment l'origine d'une chanson était née en vous, je crois même pendant une promenade en voiture. Oui. Comment les avez-vous trouvées ces dernières, ces gays? Eh bien, ça, ce sont les auteurs qui viennent avec du matériel à la maison. Ils viennent avec leurs petites serviettes, le compositeur et l'auteur. Le compositeur s'installe au piano, l'auteur en principe chante ses chansons. Il en chante 5, il en chante 6, des fois il en chante 10 quand ils sont en verbe, quand ils sont en forme. Vous savez, des chansons, mon Dieu, on en écrit beaucoup, puis il y en a très peu qui résistent. Mais enfin, en principe, ils viennent, ils en chantent plusieurs. Et il est bien rare qu'on n'en épingle pas, comme on dit, qu'on n'en épingle pas une sur leur production. Et cette année, j'ai choisi toutes les chansons qui avaient un petit caractère gay. Alors, mon Dieu, si un auteur vient en m'apportant maintenant un grand drame, je ne dis pas que je le refuserai, mais il faudra qu'il puisse s'incorporer au tour de chant. Un dernier mot encore, Colette Renard, puisque vous êtes si gentille. Vous avez fait vos armes à l'Olympia. Quelle impression avez-vous sur le moment même? De l'Olympia? Oui. Eh bien, écoutez, c'est la 2e fois que je passe à l'Olympia. La première fois, j'ai eu une grande joie. J'ai même eu un grand regret. Ça a été le jour de la dernière. Mais cette fois-ci, il faut bien le dire, j'ai été mariée, parce qu'on est mariés tout de même dans un programme avec plusieurs éléments. J'ai été mariée à Paul Anka, qui est une vedette américaine, et qui n'a pas amené exactement le même public que moi. C'est-à-dire que j'avais mon public et lui avait le sien. Et nous avons dû conquérir le public de l'autre. Je ne dis pas que ça a été facile, mais ça n'a pas été facile ni pour moi ni pour lui. Le résultat, c'est que tout de même, je crois que j'ai conquis beaucoup de jeunesse et que lui a conquis beaucoup de personnes respectables. Je vous remercie infiniment. C'était un gosse au cœur charmant, on l'appelait le sans-famille, bien trop sérieux pour ses 10 ans. Il ne jouait jamais aux billes, et des autres on le distinguait à la casquette qu'il portait. La casquette un peu de côté, on le voyait se balader. Ça lui faisait une drôle de tête, sa casquette. Ses copains dans tout le quartier lui criaient en le voyant passer: est-ce que la nuit tu couches avec ta casquette? Quand des gars au regard mauvais s'approchaient un petit peu trop près, fallait voir comme il défendait sa casquette. Tout comme un autre, il eut
eu 20 ans, il s'est pris d'une jolie fille. Ça faisait un couple charmant, mais il comptait sans la famille. À la fille, le père a dit non, tu n'épouseras pas ce garçon. Je ne veux pas dans ma maison ce va-nu-pied, ce polisson, avec un cliné sur la tête, sa casquette. On a beau être un bon garçon, les bourgeois ont leur opinion. Il n'y a pas de gars honnête en casquette. Ce soir-là, il se dit adieu, cœur serré et les larmes aux yeux. Mais il a gardé sur sa tête sa casquette. Dans la vie, y a pas que des chagrins, et c'est pour ça qu'un beau matin, une fille lui a dit j'ai le béguin de ta casquette. Comme cette fille-là se moquait bien du souhait de Passy ou de Pantin, il fit avec elle un petit brin de causette. Quand il vit qu'il avait trouvé la petite mot qu'on laisse pas passer, pour l'embrasser, il a retiré sa casquette. Sa casquette. Le vieux chien, au regard triste, accourut dans la maison, prit le lit pour une piste, crevait tous les édredons. La famille, au cœur infâme, lui offrit de la mort au rat. Le chien dit, en rendant l'âme, y a que les humains pour faire ça. Le vieux chien, au poil austère, repose au fond du jardin. Et tous les matins, grand-père, à la terre, dit son chagrin. Chanter les animaux, c'est très rare. Les chansons d'adultes, enfin, avec les animaux, c'est extrêmement difficile. La chienne de vie me l'a enlevé. Je ne suis qu'un pauvre chien, a dit grand-père. Un pauvre chien, un pauvre chien. Maman aimait beaucoup les chats, elle a toujours eu des animaux. Même lorsque nous étions enfants à Paris, dans un petit logement de Montmartre, il y avait quand même un chat. Il y a même eu un chien, c'était plus difficile, mais enfin, il y a toujours eu des chats qui nous faisaient des tours pendables. Mais toujours eu des chats. J'ai toujours connu des chats dans la maison, au moins des chats. Oui, la nuit à Paris, tous les cafards sont gris. À partir du moment où ils ont le jardin, la liberté, autant avoir des animaux, autant en avoir autant qu'on peut. Bien sûr, il y a une limite à ne pas dépasser pour qu'eux soient pas malheureux. Car ils arrivent dans la maison est leur maison. Le jardin, bon, ils ont chacun repéré leur terrain, leur coin, mais dans la maison aussi, chacun a son coin. Alors, s'il y en a trop, on se bat pour les places. Les chaises sous la table, on appelle ça le métro. Dans le métro, il y a tous les soirs 2 chats maximum qui sont à chaque bout à s'observer. Pas plus. Mais ici, on n'est pas chez nous, on est chez les animaux. Enfin, tant pis, ça n'a pas d'importance si on préfère ça. Il faut savoir choisir. Quand on va faire des transformations à la maison, on leur fera une pièce où on leur mettra tout ce qu'il faut à saccager. Peut-être qu'on pourra essayer d'avoir une maison, mais ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. Un animal qui bouge, qui vous regarde avec ses yeux, c'est extraordinaire. Quand vous voyez des chiens qui sont à la tâche, avec 3 mètres pour tourner, même des fois pas 3 mètres carrés pour tourner sur eux-mêmes, c'est épouvantable. Ça ne devrait pas exister. Mais vous savez, il y a des gens qui se servent de leur chien. Il faut que le chien leur rende des services, mais eux ne font pas un effort pour les aider ni pour les aimer. Ce qui est difficile, c'est à maintenir l'équilibre de chaque chat. Les chiens viennent vers vous et se manifestent, viennent chercher la caresse. Le chat, pas. Ils ne sont pas malheureux parce que nous sommes 3 personnes, alors 3 personnes pour 8 chats, ça va. On peut quand même
être disponible pour eux. Mais au-delà, c'est pas possible. On sera obligé d'avoir des préférences. Il ne faut pas avoir de préférence avec les chats. Ils tiennent une petite comptabilité du nombre de caresses. Quand on parle à un chat, vous êtes sûr qu'il y a les 7 autres qui vous regardent. Ils sont en observation. Quand on en caresse un, les autres sont en observation. Alors on fait la tournée. Mais toi aussi tu es très beau, mais toi aussi tu es très intelligent. Allez, toi la maman de tous, explique-leur à tes enfants qu'ils sont bien bêtes de ne pas venir. D'abord parce qu'ils ne mangent pas les crevettes. Et puis parce qu'ils auraient une belle image. Hein? Va leur raconter. Je pense. Tu préfères manger les crevettes toute seule, hein? T'es pas folle. Non, on va en donner aussi à Félix, parce que Félix, il est bien mignon, il est resté avec nous. Hein, mémé? Oh oui, bien sûr, oui. C'est bon, les crevettes, hein? C'est bon. Et moi, je suis vieille. J'ai 15 ans. J'ai 15 ans, mais je suis la maman de tout le monde. Un chat, c'est un animal étrange. Redoutable, parfois. Marilyn, viens, mamie. Je fais quelquefois des expériences avec les chats. Je les regarde bien. C'est très difficile d'avoir le regard d'un chat. Et je leur parle et je leur explique quelque chose. Et pendant 1 minute, 2 minutes, pas plus, j'ai l'impression qu'ils comprennent absolument tout ce que je dis. Après, on sent ça fuit. Le regard se trouble, ça y est, ils ne suivent plus. Viens vite. Ben oui, viens, mamie. Ben viens, mon chéri. Il y a certainement un langage entre eux, ça c'est certain. Mais il y a certainement un langage que les chiens comprennent. Et peut-être même vice-versa. Peut-être que les chats comprennent le langage des chiens. Parce que quelquefois, on se demande pourquoi un chien tout à coup va vers 2 chats. Ils sont en train de se parler, c'est très net. Ça paraît ridicule peut-être ce que je vais vous dire, mais le tout petit chien, là, le petit Pinscher, quand on lui parle à lui et qu'on lui explique quelque chose, on sent que sa tête chauffe. Vous mettez la main sur sa tête, ça chauffe terriblement sous la main. J'ai eu pas mal de bêtes, pas des grosses bêtes, mais des bêtes sauvages que j'ai apprivoisées. Et puis, elles m'ont échappé un jour, elles ont pris la liberté. Je sais qu'une bête qui a été apprivoisée et qui se retrouve en liberté, c'est une bête perdue. C'est une bête qui ne pourra pas se défendre, qui ne saura peut-être même pas se nourrir. Il y a une phrase dans Le Petit Prince. Le renard dit au Petit Prince, « Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 100 000 petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde, je serai pour toi unique au monde. » Quand on a apprivoisé quelque chose, enfin quelqu'un, que ce soit un animal ou un être humain, on n'a plus le droit de l'abandonner. Loin du vacarme de la cité qui pleure ses larmes d'essuie près de la Seine, qui dort dans son lit toujours sereine. Comme une vieille amie, je me promène au milieu de la nuit. Ah, la belle étoile, qu'il fait bon flâner, quand le ciel dévoile ses trésors cachés. À chacun ses rêves, c'est lorsque la nuit se lève que moi j'aime aller toute seule au long des quais à la belle étoile. Voilà qu'on ferme ce bon métro qui arrive au terme de sa longue nuit, les réverbères. Ils ont l'air de vieux propriétaires et clignent des yeux toutes les rues, maintenant sont à eux. Ah, la belle étoile, le ciel tout entier, ah, la belle étoile se met à briller. Tout au fond de la Seine, il fait danser les sirènes que ne peuvent voir que ceux qui vont le
le soir à la belle étoile. Le jour se lève, c'est le matin qui chasse les rêves. Et voilà la vie qui bien trop vite pour chacun revient et qui agite ses bruits quotidiens. Tout recommence, il faut gagner son pain. Il n'y a plus d'étoiles, le ciel est tout gris. Le matin dévoile les rues de Paris. Tout là-haut s'allume, un dernier reflet de lune qui semble me dire adieu, 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 adieu jusqu'à demain à la belle étoile. À la belle étoile. Ainsi que Lettre Honneur, vous chantez des couplets gaillards maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement? Eh bien, on m'a demandé, ça c'est venu sur un pari, vous savez. On m'a dit, tu n'es pas capable d'abord de les enregistrer. Alors on m'a dit chiche, j'ai dit oui, si, c'est possible. Et puis après on m'a dit, bah, maintenant que c'est enregistré, tu devrais les chanter, mais tu ne pourras jamais, c'est pas possible. J'ai dit chiche. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Il faut dire que vous les faites très bien passer. Comment y êtes-vous arrivé à faire passer tout cela? Ça, je ne peux pas vous dire. Je m'amuse. Je crois que je suis tous les soirs en sortie. Je suis comme la cliente qui vient se distraire dans un cabaret le soir. Et si on m'imposait des choses beaucoup trop sérieuses, peut-être que je m'ennuierais. Tandis que, en venant chanter, comme ça, j'ai l'impression de me distraire en même temps. Vous ne pouvez pas nous donner un aperçu de ce que ça donne? Ça me paraît difficile. Ça me paraît difficile. Enfin, on a essayé, vous savez, Raymond et moi, nous sommes complices. On a essayé de prendre couplets. Ce sont les 3 premiers couplets qui débutent le tour de chant. Alors évidemment, ça peut aller, ça doit pouvoir aller. Oui, ça va. Ils étaient 20 ou 30 brigands dans une bande. Chacun sous le préau voulait me toucher, vous m'entendez? Chacun sous le préau voulait me toucher un mot. Un beau jour sur la lande, l'un d'eux se fit très tendre, et d'un petit air guilleret vint me trousser, vous m'entendez? Et d'un petit air guilleret vint me trousser un couplet. Comme j'étais dans ma chambre, un matin de septembre, un autre vint tout à coup pour me sauter, vous m'entendez? Un autre vint tout à coup pour me sauter au cou. Un soir dans une fête, un autre perdit la tête, et jusqu'au lendemain voulut me baiser, vous m'entendez? Et jusqu'au lendemain voulut me baiser les mains. Le vent soulevait ma robe quand l'un d'eux d'un air noble s'approcha mine de rien et caressa, vous m'entendez? S'approcha mine de rien et caressa mon chien. Comme je filais la laine, un autre avec son gêne, sans quitter son chapeau, vint me plotter, non mais vous m'entendez? Sans quitter son chapeau, vint me plotter mon écheveau. Comme j'étais à coudre, ils rappliquèrent en foule, et voulaient les fripons tous m'enfiler, vous m'entendez? Et voulaient les fripons m'enfiler mon coton. Celui qui sut me prendre, c'est un garçon de Flandre. Un soir, entre 2 draps, ce qu'il me fit, vous m'entendez? Un soir, entre 2 draps, je ne vous le dirai pas. Là, je crois qu'il faut qu'on s'arrête. Oui, parce que sinon, vous perdriez votre place, ce serait vraiment trop dommage. T'as vu? Ah, si t'as pas vu, t'as entendu, hein? Ça, c'est de la musique. De la vraie musique. Alors,
Alors là, pardon, moi je dis chapeau, ça c'est champion. Écoute-moi, serre-là, hein, qu'est-ce que tu me dis de ça? C'est pas du bidon, ni de la guimauve, minute papillon. Ça, c'est de la musique, de la vraie musique. Et là-dedans, tu sais, fais-moi confiance, moi je m'y connais. Sans être musicien, tu sens quand c'est pas bien. Écoute-moi ce final original, ça c'est de la musique, de la vraie musique. C'est pas du Rimsky ou du Korsakov ou je ne sais qui, ou un truc coton qui te file un coup de bourdon, une envie de bailler et la migraine par-dessus le marché. Non, ça c'est de la musique, de la vraie musique. Moi quand j'entends ça, j'en prends un coup, ça monte pas. Tais-toi, ne dis rien, et puis écoute bien. C'est le même final aussi génial. Et voilà. Et là, ils sont partis pour un moment là, dans le tu sais que depuis que je leur ai appris ce truc-là, ils peuvent plus s'en passer, hein, toute la journée. Là, c'est le côté romantique du Tagada Soin. Ça, c'est le Tagada Soin qui prend le chemin des écoliers. C'est très mignon, c'est vrai qu'on me plaise à chanter ça. J'avoue que c'est mignon quand même. Moi, ça me donne envie de danser et de chanter. Allez, allons-y, on va recommencer. T'as vu si c'est énergique? Ça, c'est de la musique. De la vraie musique. Alors là, pardon, moi je dis chapeau, ça c'est champion. Écoute-moi, serre-là, hein? Qu'est-ce que tu me dis de ça? C'est pas du bidon ni de la guimauve, minute papillon. Ça, c'est de la musique. De la vraie musique. C'est un truc français, on est des lions et je m'y connais. Les Américains. Tu connais? Même les Cubains. Quand t'essaies rien, ça fait de l'effet comme ça. Parce que c'est typique. Seulement tu permets. Tagada Soin. Je ne sais pas si tu as remarqué la différence qu'il y a entre mon Tagada Soin et leur Tagada Soin. Moi, je te fais des petites choses ravissantes comme ça, puis alors... Je sais que c'est extraordinaire, le Tagada Soin. D'ailleurs, on peut t'en faire de différentes façons. Je sais que toi, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas essayer d'en faire. Alors, je vais te donner quelques petits conseils. Tu vas voir, ça va aller très vite. Monsieur Raymond Lefebvre, s'il vous plaît, voulez-vous être gentil de nous faire un petit Tagada Soin romantique? C'est vrai. Eh bien, on va t'en faire un dramatique maintenant et tu vas voir toute la différence. Tu vois ce que tu peux faire, hein, seulement quand tu vas rentrer chez toi, je vais te donner un petit truc. Parce que quand tu vas rentrer chez toi et que tu vas vouloir faire du Tagada Soin, tu ne pourras pas tout seul. Faut que je te donne le truc. Pour bien réussir le Tagada Soin, d'abord il faut être deux. Tu peux pas être tout seul. Non, non, bon. Tu peux être 2, mais tu peux être 25, tu peux être 50. Alors, tu vois, là, ils sont 25. Alors, il faut qu'il y en ait absolument un qui décide et qui commande. Et alors, celui qui commande, il fait comme ça avec la tête et il dit un en même temps. Moi, j'ai jamais pu faire les deux. Mais ça y est, j'ai appris ça à Raymond Lefebvre aujourd'hui. Il a très, très bien pigé. Alors, regarde, prends modèle sur lui et tu vas voir tous les Tagada Soin que tu vas faire. Bis! Moi, ça part tout seul. Encore! Pour eux! Pour lui. Pour moi? Si.
violoncelle sur les fruits défendus. Tu m'as promis de fabuleux rivages, des jardins bleus suspendus sur la mer, pour ciel de l'île et merveilleux nuages, les nuits de feu sous de grands arbres verts. Emmène-moi au bout du monde, emmène-moi où tu voudras. Seul avec toi au bout du monde, je voudrais vivre entre tes bras. Emmène-moi au bout du monde, emmène-moi, emmène-moi. De ce bout du monde, Colette Renard rêve et nous fait rêver. Colette, à la fois gaie et triste, dure et tendre, heureuse et malheureuse. La poésie qui court dans ses chansons, elle l'a trouvée d'abord sur la butte, où elle a passé son enfance. Lorsque mes parents se sont séparés, maman est allée s'installer à Paris avec mon frère et moi, et dans un tout petit logement de Montmartre, tout à fait sur la butte. C'était vraiment très très petit. On a grandi là, on a pris des proportions, des dimensions insensées, puisque mon frère grandissait, prenait toute la place. On avait l'impression qu'on était content que quand il s'en allait, on pouvait en faire respirer. Maman travaillait là, elle était couturière, et on avait les clientes qui venaient. Je me demande même ce que pouvaient penser les clientes quand elles arrivaient dans un endroit si minuscule pour se faire une robe, parfois une robe de mariée. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Et votre père, lui, était ébéniste? Mon père était ébéniste, oui, et il avait gardé, bien sûr, son usine en banlieue. Ce qui faisait d'ailleurs qu'on avait des grands meubles à la maison. Il n'arrangeait pas les choses. Non, et c'est comme ça que j'ai jamais pu apprendre le piano, parce qu'on n'a jamais pu avoir un piano à la maison. Il n'y avait pas la place de le mettre. J'ai appris le violoncelle. Là, c'était plus simple, avec très peu de place. J'aurais pu apprendre la petite flûte, me direz-vous. Enfin, ça m'aurait moins souri. Et j'ai travaillé la musique là pendant une dizaine d'années. Puis j'ai abandonné, puisque vous savez bien que le violoncelle ne nourrit pas son homme et encore moins sa femme. Je suis allée à l'école rue Antoinette, bien sûr sur la butte. Je n'étais pas une élève particulièrement douée pour les études. Je crois que... C'est pas que j'aimais pas ça, mais j'en avais pas le temps. J'allais à l'école, bon, c'est très bien. Je rentrais à la maison, il fallait donner un petit coup de main à maman pour ce qui était les soins du ménage. Et puis, j'apprenais la musique. C'était beaucoup plus important que les leçons et les devoirs. Et puis, il arrivait un moment où maman me disait, va jouer maintenant. Et quand je revenais le lendemain à l'école, vous savez vos leçons? Non, madame, j'ai pas eu le temps. Qu'est-ce que vous avez fait? Madame, j'ai fait le dîner. Qu'est-ce que vous avez fait à dîner? La soupe, la compote de pommes. C'était pas un résultat, mais enfin, la maîtresse ne disait rien, mais toutefois, elle convoquait souvent maman pour lui dire que je travaillais en amateur, qui ne réjouissait pas maman, qui comptait bien quand même que je travaille pour me dépêcher de sortir de l'école pour un peu gagner sa vie. Et ce que j'ai fait d'ailleurs très jeune, à 12 ans, avec le certificat d'études, j'ai quitté l'école et je n'ai pas voulu y retourner. Votre premier concours de chant, c'était avec Jean Nohain comme J'avais 11 ans. 11 ans. J'avais 11 ans. Je chantais du Massenet. J'ai pas eu le premier prix. On n'a pas le premier prix en chantant du Massenet quand on a 11 ans. Mais enfin, c'était un premier contact avec la scène. J'en ai fait beaucoup d'autres après. Tout en faisant des choses sérieuses, tout en aimant la musique classique, j'avais ce démon des planches qui certainement était en moi. Et chaque fois que je lisais sur un magazine un concours quelconque, je m'inscrivais, plus fort que moi. Et la transition s'est passée très bien parce que le principal objectif pour nous deux, mon frère et moi, c'était d'apporter notre participation à la caisse commune. Maman travaillait beaucoup et mon frère aimait faire de la peinture. Maman lui achetait des tubes de couleurs. Moi, j'aimais la musique, elle me payait les leçons, mais on avait hâte de tout de même rembourser un peu ça, quoi. Alors, j'ai travaillé
travaillé dans différents endroits. J'ai vendu du tissu au marché Saint-Pierre. J'ai travaillé dans une pharmacie. J'ai fait du remaillage de bas. J'ai fait je ne sais pas trop quoi. Enfin, je peux pas vous les énumérer tous. Vous savez tout ce que l'on fait quand on ne s'attache à rien. Et la moindre proposition, la moindre migraine vous fait quitter une place parce qu'on a envie de faire autre chose. Mais je continuais toujours à travailler la musique. J'ai posé aussi pour quelques peintres et quelques sculpteurs. Enfin, des métiers très différents, mais qui n'en sont pas, en fait. Qui sont simplement là pour pouvoir faire autre chose en même temps, c'est-à-dire apprendre la musique. Et puis, les concours m'ont amené à un crochet. J'ai travaillé pendant 2 ans dans des cabarets. Et puis, je me suis arrêtée parce que je ne connaissais personne dans le métier. Je n'avais aucune idée de ce que ça représentait. J'ai abandonné, j'ai appris la sténodactylo, je me suis placée comme secrétaire. Et un jour, j'ai rencontré Raymond Legrand, j'ai travaillé chez lui comme secrétaire. Il a eu besoin d'une chanteuse, au débeauté, comme ça. Oh, je lui ai dit, écoutez, ne vous cassez pas la tête, je vais vous la chanter, votre chanson, c'est vrai, bah oui, bon, allez hop, la chanson, le lendemain, j'étais sur scène. Et il m'a prise comme chanteuse d'orchestre pour 2 ans. C'était quelle chanson? La pêche à la crevette. La pêche à la crevette, surtout, j'avais fait faire très vite par maman un costume de pêcheuse de crevettes 1900. Je pense que c'était surtout ça qui a eu beaucoup de succès. Et puis... Je travaille tous les soirs à Tigane, dans un bar rempli d'Amerloc. J'ai débuté comme fille de salle. C'est un boulot à devenir schnock. Il me fallait faire autre chose, pas cassant et d'un bon rapport. Ça y est, c'est fait, l'affaire est close. J'ai trouvé le truc qui vaut de l'or. Non, je ne suis pas une entraîneuse, je suis pas une Marie couche-toi là, je suis pas non plus une stripteaseuse. Bien que ce boulot me déplairait pas, dans ce machin-là, il se casse la tête à trouver le truc palpitant. Moi je me marre, je me dis qu'ils sont bêtes, car moi le mien est percutant. Je suis l'apparition soudaine, inattendue, qui se plante là, majestueuse et souveraine. Pour une minute, pas au-delà. Après je passe, je me fais la paire, sans dire merci, il n'y a pas de quoi. Ni bonsoir, c'est pas nécessaire. Et tout le monde en reste quoi? Je gagne un fric fou, rien qu'à me taire. Je mets tous les cœurs en émoi. Je fais un tabac à ne rien faire. Il y en a qui devraient faire comme moi. En 1956, un événement, la création d'Irma la Douce au Théâtre Grammont. Oui, novembre 1956. C'est Paul Perry qui, le jour de la télévision où j'ai chanté mon prix Brassens, a demandé à Raymond qui j'étais et a dit, je pense que ça serait le personnage pour la comédie musicale qu'est en train d'écrire Marguerite Monod avec Alexandre Breffort. Et
je suis allée, entre la répétition et l'émission de télévision, voir Marguerite Monod auditionner pour elle. J'ai déchiffré la chanson avec les anges. Pour elle, c'était d'accord, mais il y avait un problème. Je n'avais jamais mis les pieds sur une scène en tant que comédienne et il fallait que je passe l'audition avec René Dupuis. Ce que j'ai fait dans la semaine, je suis partie, j'ai chanté 3 chansons, il m'a regardé, il m'a dit « Ah, vous êtes tout à fait le personnage, mais quel malheur, vous n'avez jamais joué la comédie. Enfin, apprenez une scène. » Et j'étais tellement le personnage que quand je l'ai lu, j'étais très surprise parce que je ne savais pas que j'avais le personnage à ce point-là. Je n'avais jamais fait cette profession et de respectueuse, j'entends. Et lorsque j'ai lu Irma la Douce, je n'ai pas lu le texte. J'ai feuilleté page après page et je regardais et je voyais Irma, Nestor, Irma, Nestor, Irma, Nestor. Je tournais la page. Irma, Nestor, Irma, Nestor. Et après Irma, Oscar, Irma, Oscar. Je disais, mais jamais de la vie je ne pourrais faire rentrer dans ma cervelle un texte aussi important, aussi long. Je n'en sortirai jamais. Je n'ai pas lu tellement la pièce. Je me suis rendu compte que c'était un personnage de respectueuse, bien sûr, ce qui me faisait rire quand je pensais que j'étais tout à fait le personnage. Et 2 jours après, j'ai auditionné. Ça n'a pas été bien du tout. Je crois qu'il était encore plus désolé les 2 jours après. Et puis j'ai rencontré Marcel Pagnol qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui ?»« Oh, ça va pas, j'étais sur une pièce de théâtre qui m'aurait bien plu, mais je ne suis pas assez costaud pour faire ça. » Il m'a dit « Mais regarde-toi, mais tu es Irma la Douce, mais c'est toi Irma la Douce, mais tu feras Irma la Douce. » Devant un personnage aussi important, je me suis dit « Bon, alors c'est certainement lui qui a raison. » J'ai retravaillé le texte, probablement avec beaucoup plus de courage, je suis revenue passer l'audition, et là, Dupuis m'a engagée. Mais lorsque j'ai su que Marcel Pagnol ne savait pas du tout ce que c'était qu'Irma la Douce, qu'il n'avait jamais été au courant de même que ça pouvait exister, j'ai été très surprise. Enfin, puis je me suis dit, ça sert à quelque chose tout de même d'avoir réussi quelque chose dans sa vie, puisqu'il a pu me donner confiance, rien que sur son personnage à lui, il a pu me donner confiance pour quelque chose pour moi. Enfin, je m'étends un petit peu sur ça. Ensuite, eh bien, nous avons joué Irma la Douce 1000 fois. J'ai fêté la 1000e, je ne l'ai pas joué 1000 fois puisque je me suis absentée pour faire du musical. Et j'ai dû la jouer 900 fois, enfin, voilà. Et depuis octobre, vous avez repris Irma oui. Au théâtre de l'Athénée. Oui. Alors cette Irma 1967, est-elle très différente de l'autre? Ça ne peut pas changer. C'est sa sœur jumelle? Ah, mais c'est même pas sa sœur, c'est elle. Pourquoi voulez-vous que ça change? Est-ce qu'elle n'a pas pris un peu de maturité, quand même? Ah, elle a peut-être pris quelques rides, étant donné que c'est toujours la même Colette Renard qui joue et que Colette Renard, on ne peut pas arrêter. Irma la Douce ne vieillira pas, Colette Renard, si. Il y aura forcément un moment où on sera obligé de... je ne pourrais pas jouer, je ne pourrais pas faire d'Irma mon aiglon. Je ne pourrais pas jouer jusqu'à 70 ans, Irma la Douce. Ce ne sera pas possible, on n'y croira plus. Êtes-vous plus comédienne que chanteuse ou plus chanteuse que comédienne? Je ne sais pas. Lorsque je chante, j'interprète beaucoup les chansons. Je pense qu'il entre beaucoup de comédie dans l'interprétation de mes chansons. Je suis musicienne à la base, je ne sais pas. Lorsque je suis sur scène, je n'ai pas l'impression de jouer la comédie. Je prends vraiment le personnage de chaque chanson en 3 minutes. Alors le personnage d'Irma la Douce, je le prends en 3 heures, et puis voilà, mais je ne sais pas. S'il y a un jugement à donner, ce n'est pas moi qui peux le faire. Paris la nuit pour moi, c'est Paris boniment, la romance au néon qui se maquille et qui ment, chagrin sec ou aux larmes, qu'est-ce que vous préférez? Y a que du chagrin à boire et à pleurer. Oui, la nuit à Paris, tous les cafards sont gris, et ça fait comme un coup du mal par où ça passe. Viens bébé, viens chérie, j'ai de l'amour dans tes pris. Tu verras gros jaloux, faut que ça pleure ou que ça casse. J'ai beau me la raconter, j'y crois pas, j'y crois plus. J'ai le cafard et c'est tout, et y a pas de lenturelu, y a pas de chanson qui tienne. J'ai beau me la raconter, l'espoir, moins qu'il y en a,
luxe et lourd à porter. Est-ce qu'il reviendra jamais, mon petit homme qui m'aimait? Vous vous en foutez tous, qui remet la douce en crève. Ben pour moi vous savez, vous pouvez tous crever. Comme ça j'aurai mes soirs pour le revoir en rêve. Tout de même à supposer, tout d'un coup qui reviendrait, ce serait comme qui dirait, ce serait le 14 juillet. Quelle fête, quelle nuit, quel boum, quel ciel et quel java. J'en ai les genoux qui tremblent, comme si qu'il était là. Tout mon mal-être avec moi ferait flamber sa joie, en vert, en rouge, en bleu, comme un grand feu de Bengale. On danserait dans les rues, et je croirais ce que je crois plus, que le bon Dieu pour sûr règne enfin sur Pigalle. C'est la 5e année maintenant que j'habite Milon-la-Chapelle. J'ai quitté Paris, j'espère définitivement, parce que avec le métier fort agité, il faut avoir un peu d'air, un peu de campagne, un peu de soleil, une fleur à cueillir ou une herbe à arracher. J'en ai arraché beaucoup d'herbes ici. J'ai eu la propriété, c'était la jungle. Il fallait entrer avec une petite hachette pour se faire un passage. Il y avait des genêts, des ronces, des fougères qui nous dépassaient. Et vous vivez avec votre fille Annabelle qui a 18 ans. Oui. Vous l'avez peut-être aperçue, vous ne pourrez pas la photographier, elle a horreur de ça. Elle est très secrète, peut-être très timide, je suppose que c'est de la timidité. Elle se confie rarement, peut-être à d'autres, je ne sais pas. À moi, c'est très difficile, c'est par période. J'ai des périodes roses et des périodes grises. Je n'ai pas de période noire, mais j'ai des périodes grises, quand même, comme tout le monde. La Galerie 55, c'est un endroit où vous avez chanté il y a quelques années. 10 ans. 10 ans. Oui. Et où vous chantez de nouveau maintenant. Oui. Pourquoi cette fidélité? Oh, tout simplement parce que c'est un endroit agréable et j'aime y chanter. Et puis aussi parce que, en jouant tous les soirs au théâtre, j'ai la possibilité de chanter quand même des chansons. Lorsqu'on vous a proposé de partir aux États-Unis, vous avez dit, moi je préfère aller passer mes vacances à l'île de Mai. Ça tombe très mal parce que c'était aux environs du mois de juin, ou d'un mois de juin. Oh, probablement que j'étais très fatiguée et j'avais besoin de repos et il ne faut pas faire du mauvais travail. Si je dois aller en Amérique et puis rater mon entrée en Amérique, c'est pas la peine. Il vaut mieux aller prendre des vacances. L'Amérique, elle existera toujours. Mes vacances, mon Dieu, non, il fallait les prendre. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas pris de vacances à cette époque-là et j'en avais absolument besoin. Et vous êtes quand même parti en Amérique? Oui, j'y suis allée quand même. J'y suis allée pour travailler dans un cabaret, ce qui n'a rien à voir avec mon voyage en URSS. Là, j'ai chanté dans une boîte, vous savez, dans les grands hôtels. Alors, vous avez la boîte de nuit au sous-sol et le public très chic, très smart, très élite, très parlant français. Le premier soir, d'ailleurs, j'ai voulu bégayer quelques mots d'anglais et je m'excusais en anglais de ne pas chanter en anglais. Et il y a un monsieur qui s'est levé et qui m'a dit « Mais nous comprenons votre langue, madame ». Alors, j'ai arrêté tout de suite les frais. Je n'ai plus du tout parlé anglais. Vous voyez. Colette Renard, pour nous, c'est une chanteuse à éclipse. Pour nous, Parisiens. Ah oui? Et même pour nous, Français. Ah oui? Pourquoi? Ah, ça n'en sait rien. Bah, probablement parce que j'ai voyagé beaucoup. Vous savez, je n'ai pas arrêté de travailler. Ça peut vous paraître surprenant, mais j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai même travaillé beaucoup. Vos contacts avec la Russie? C'est il y a 6 ans. C'était assez extraordinaire puisque nous avons chanté au stade Loujniki et il y avait tous les soirs 17 000 personnes. C'est impressionnant.
Qu'est-ce que ça représentait? Quelle était l'atmosphère? Très, très aimant la France, très, très pour. Au départ, ils ne me connaissaient pas du tout, ils se sont dérangés parce que c'était français. Et puis, à la fin du spectacle, c'est la moitié du stade qui descend, qui vient, qui s'avance vers le podium comme une marée humaine et qui montre sa joie, sa satisfaction, qui vous fait des cadeaux. Et je sais par des camarades qui sont allés récemment que c'est toujours comme ça. Ça continue. Vous chantez beaucoup de chansons gaillardes. Ça vous plaît, vous les chantez bien? Je n'en chante pas beaucoup. Oui, c'est très amusant à faire. C'est très amusant à chanter. Puis je crois quand même que le public, les gens ont besoin de temps en temps d'avoir... Vous savez, ça se faisait fréquemment. Avant, on a perdu l'habitude au 19e siècle de chanter des chansons comme ça. Mais avant, il y avait un côté toujours égrillard dans la chanson. Il y avait toujours ce petit côté... Enfin, vous avez certainement retrouvé des chansons, je ne parle pas des chansons de corps de garde qui n'ont aucun rapport et qui sont pas intéressantes, mais de très très jolies chansons comme celle-là, c'est amusant à chanter. Et actuellement, vous préparez un nouveau disque? Oui, je prépare un disque de chansons satiriques, avec Guy Breton, toujours c'est mon pourvoyeur de chansons de ce genre. Et lui a écrit un livre sur la chanson satirique de Charlemagne et Charles de Gaulle, et il nous a été proposé de l'enregistrer avec Robert Roca et le trio Chanteclair. Qu'est-ce que ça vous apporte, la chanson? Ben, c'est pas tellement pour m'apporter quelque chose. Je crois que quand on chante, c'est surtout pour apporter quelque chose aux autres. Alors c'est pour apporter la détente. Nous avons une profession formidable, justement, parce que nous sommes le beau côté de la vie. Si on vient nous voir, c'est d'abord que ou on a des ennuis et on veut les oublier, et alors si on réussit notre coup, on est content. Ou bien alors, les gens sont dans la joie, dans le confort, le bien-être, ils vont passer une soirée de détente, ils vont s'amuser. C'est pas pour nous que ça apporte. Mais pour vous, malgré tout. Le beau côté de la vie, l'autre côté, vous l'avez connu. Moi, c'est une fonction, je ne pourrais pas me passer de ça. Je ne pourrais pas me passer d'être sur scène. Je ne pouvais pas m'en passer déjà étant enfant, alors ça a continué. Il y avait une fois une rose et un marin. Le marin était à Formose, la rose était à Dublin. Jamais au monde ils ne se virent, ils étaient beaucoup trop loin. Lui ne quittait pas son navire, elle ne quittait pas son jardin. Au-dessus de la rose sage, des oiseaux passaient tout le temps, et puis aussi des nuages, des soleils et des printemps. Au-dessus du marvelage, des rêves étaient tout pareils, aux oiseaux et aux nuages, au printemps et au soleil. Le marin périt en septembre, et la rose le même jour vint se flétrir dans la chambre d'une fille en mal d'amour. Jamais personne ne suppose qu'il y ait le moindre lien entre le marin de Formose et la rose de Dublin. Et seul un doigt sur la bouche, un ange beau comme un éclair jette, quand le soleil se couche, des pétales sur la mer.
Marseille, au fond d'un bistrot malfamé, où j'attendais de m'embarquer. Ils me parlaient tous de voyage, je faisais déjà mes bagages. Ils m'ont saoulé de tant de bruit que je ne suis jamais partie. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Je vais voir devant les agences les noms des bateaux en partance. C'est fou, je connais leur chemin mieux que les lignes de ma main. Adieu les amours en gondole, les nuits de Chine, des acropoles. La terre de France à mes souliers, c'est comme des fers bien verrouillés. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Je vends mon histoire aux touristes. On fait des sous quand on est triste. Les escudos, les dollars, y a rien de meilleur pour le cafard. Et puis j'ai toujours dans ma poche un vieux billet qui s'effiloche. C'est tout mon rêve abandonné. Je n'ose pas le déchirer. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. Marseille, tais-toi Marseille, tu cries trop fort. Je n'entends pas claquer les voiles dans le port. C'est la nuit, Paris s'allume. Square Saint-Pierre, il y a toujours de la brume. Chaque fois que je viens, c'est la même chose. Les enfants me regardent, je le vois bien. Ils croient tous que j'attends quelqu'un. Moi, j'attends quelque chose. J'attends qu'elle me joue du violon. Ici, le temps semble moins long, ça change la couleur des choses. Il y a des arbres de Noël, des étoiles, des arcs-en-ciel, des soleils noirs, des soleils roses. J'attends, j'attends. J'attends. Que peut-on faire contre le temps, contre ce qui ne pèse rien? Que peut-on faire contre l'espoir, contre demain, contre ce qui pèse tant? J'attends, j'occupe le temps, ce temps si long, ce temps si lent. Que peut-on faire quand le matin ressemble au soir? Je ne sais pas, mais le violon, lui, doit savoir.
Cet enfant, c'était toute ma vie. Elle est maintenant au paradis, elle chante, elle danse, elle cueille des roses. Mais je la sens tout près de moi quand elle vient jouer. Quand je suis là à parler toute seule de tas de choses. La vie, que peut-on faire avec la vie? La vie coule plus vite que l'eau. Que peut-on faire? Je m'en souviens, il faisait beau. Faudrait pas avoir de mémoire. Serré dans mes bras, je voudrais l'emporter là-bas. Que peut-on faire quand on sait qu'on n'emporte rien? Je ne sais pas, mais le violon, lui, le sait bien. Je serai peut-être encore là demain. On croira que j'attends quelqu'un et moi j'attendrai quelque chose.